Bonsoir à tous et bienvenue à TVS, la télévision Shekina. Au sommaire de cette édition d'information, s'imprégner des mesures mises en place par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba concernant la santé de la mère et de l'enfant. Le Premier ministre chef du gouvernement Emmanuel Francis Ozengonde était ce matin du côté de l'Office national pharmaceutique. Nous parlerons également dans cette édition d'information de la grogne des étudiants de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale INFAS. Ils sont montés au créneau pour protester contre la montée soudaine des frais de scolarité. Les développements de ces titres dans quelques instants. Communier ensemble à l'occasion de la nouvelle langue et surtout dresser le bilan après 3 années passées à la tête du Rega Plus, tel était l'objectif de ce repas communautaire organisé par le réseau gabonais des associations de lutte et des personnes vivant avec le VIH-Sida. Marie Com. L'explanade du centre de traitement ambulatoire a servi de cadre au repas communautaire organisé par le réseau des Gabonais des associations de lutte et des personnes vivant avec le VIH-Sida. Un repas à multiples orientations selon le président de ces réseaux, mais la principale étant bien entendu la communion entre personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. La première orientation, c'était de souhaiter déjà la bonne année à toutes les personnes de près comme de loin qui vivent avec le VIH-Sida. Et deuxièmement, c'était aussi d'organiser ce repas autour de la fin de notre mandat, après 3 ans à la tête de cette association, ainsi que tout le bureau qui m'accompagne. On n'a pas fait, comme disait la vice-présidente, un repas auquel où nous sommes accompagnés avec tous les membres du bureau exécutif. Et là, je salue l'initiative de la vice-présidente et le secrétaire et d'autres membres aussi qui ont bien voulu que ce repas soit tenu. Et autre point, c'est aussi le moment de faire le bilan. Notre bilan, après 3 ans, a été quand même un bilan difficile parce que on a un plan d'action qu'on n'a pas pu réaliser pour les raisons de financement, ni du côté de l'État, on n'a pas été accompagné, ni du côté des partenaires privés, on n'a pas été accompagné. Les 47 000 personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon, y compris ceux de 9 provinces, on n'a pas fait des activités à leur bénéfice. Et les 3 600 bébés infectés, on n'a pas vraiment été à leur côté, à leur chevalier, apportant tout ce que nous avons appris. Et aujourd'hui, nous bénissons de l'initiative, la vice-présidente, le secrétaire et tout le bureau, d'organiser et faire aussi ce bilan à mi-parcours en disant merci. La vice-présidente du réseau, Nathalie Bikenbidan, a profité de cette tribune pour sensibiliser les malades du VIH-Sida sur la dangerosité des produits actuellement présents sur le marché. Nous, au Rega Plus, nous avons décidé que le VIH-Sida n'est pas une maladie pour nous. Pourquoi les gens se cachent? Vous mourrez actuellement, on ne meurt plus de VIH. Nous avons actuellement des ARV gratuitement, des médecins spécialisés qui nous suivent de jour au jour. Et je voudrais dire aux patients, suivez ce que disent les médecins. Parce qu'il y a une prolifération des produits, soi-disant que ça soigne le sida, ça soigne le sida. Pendant ce repas, j'ai dit aux patients, les histoires de compléments alimentaires. Un complément alimentaire ne peut pas remplacer les antirétroviraux. Jusqu'à preuve de contraire, ce que nous avons comme médicament en ce moment, qui nous tient encore, qui nous tient en vie, qui nous donne le courage de vivre et qui nous, je peux même dire, qui nous donne la santé, c'est les antirétroviraux. Les vendeurs d'illusions, les ngangas, les personnes avérées, les pasteurs qui disent aux patients de VIH de ne pas prendre les médicaments et de prier. Dieu ne vient pas en aide si toi-même tu ne fais pas des efforts. Après 3 ans passés à la tête du Rega Plus, le bureau déplore quelques projets qu'il n'a pas pu réaliser faute de soutien de l'État. La journée de lutte contre le sida ne devrait pas être la seule occasion de revenir sur ce dossier brûlant, a estimé Jean-Hilaire Ndogo. Fin à Libreville du programme Jeune Entrepreneur Café et Cacao et à l'issue de ce programme, 10 meilleurs jeunes venus des 9 provinces du Gabon ont été médaillés. Sabrina Kundipenda, Fleuria Seondo, Le Point. Sous la conduite de la Direction générale de la Caisse de stabilisation et de péréquation, dont les actions visent à éradiquer la pauvreté en milieu rural, la cérémonie de clôture de la première phase du programme des jeunes entrepreneurs Café Cacao, en abrégé GK, a été effective à Libreville. Occasion pour Ismaël Ondia Souna, directeur général de la Caisse TAB, de rappeler les objectifs visés par le dit programme. Le programme GK vise principalement 4 objectifs.
Tout d'abord, l'insertion des jeunes agriculteurs, bien formés dans les bassins de production. La professionnalisation de ces jeunes producteurs par un accompagnement multiforme sur une période de 3 ans en vue d'une autonomisation de nos agripreneurs. Le troisième objectif, l'accroissement de la production globale de café et de cacao grâce à la création de nouvelles exploitations avec un matériel végétal performant. Et enfin, l'amélioration de la qualité de la production grâce à la mise en œuvre de bonnes pratiques culturales post-récolte et une meilleure gestion des exploitations. La remise d'attestations et de médailles aux jeunes entrepreneurs des secteurs café et cacao a constitué la seconde phase de ce rendez-vous. Brice Ntsoumungavuka, l'un des bénéficiaires, n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Une impression de satisfaction, parce que c'est après plusieurs mois de travail que nous avons reçu ces attestations. Ce n'était pas quelque chose de facile, je vous assure, c'était vraiment difficile parce qu'on a dû travailler dur sur un hectare. Rappelons que le programme des jeunes entrepreneurs café-cacao, lancé en janvier 2017 par le directeur général de la Caisse TAB, vise l'installation de 250 agripreneurs sur 3 ans. Dans le cadre du lancement du plan d'urgence mis en place par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dans le secteur de la santé, notamment la santé de la mère et de l'enfant, le Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Franck Issozengonde, était ce matin du côté de l'Office national pharmaceutique. Le point avec Euphrem Bioguedzo et Floria Seondo. Le plan d'urgence annoncé par le chef de l'exécutif le 31 décembre 2017 lors de son adresse à la nation gabonaise, lequel avait pour vocation d'améliorer les aspects nombreux de la vie des populations, dont la gratuité des frais d'accouchement dans une moindre mesure et selon les estimations, plus de 50 000 personnes l'an pourraient en effet bénéficier des 10 avantages, lesquels mettent au devant de la scène les filles mères. Afin de toucher du doigt sur les avancées de ce programme qui devait débuter incessamment, le chef du gouvernement avec à ses côtés d'autres membres du gouvernement concernés par ce plan d'urgence ont effectué le déplacement dans la zone industrielle de Lomé. À l'Office pharmaceutique national, le gouvernement a pu constater la présence des kits devant servir pour la cause avant leur acheminement vers d'autres localités du pays. Nous avons travaillé durant ces derniers mois et les préparatifs sont dans sa phase terminale pour ce qui concerne cette mesure de gratuité des frais d'accouchement. Le chef de l'État a demandé que le gouvernement accélère le processus. Aujourd'hui, je suis venu avec Monsieur le ministre d'État en charge des Affaires sociales, Madame le ministre d'État en charge de la Santé, nous assurer que les kits d'accouchement césarienne et accouchement simple sont disponibles pour que tout soit fin prêt afin que le chef de l'État, dans les prochains jours, puisse lancer officiellement l'opérationnalisation de cette mesure. Donc le gouvernement est venu s'assurer que tous les équipements sont là et aujourd'hui, au niveau de l'Office pharmaceutique national, nous sommes venus voir si tous les kits sont disponibles et pour permettre aux services compétents de lancer cette opération en toute quiétude. Ce plan d'urgence concerne les départements ministériels des Affaires sociales, de la santé et prend en compte des évaluations faites par le gouvernement tout en s'appuyant sur des informations fournies par la Caisse sociale et la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. La séance de travail qui a suivi dans l'une des salles de l'Office pharmaceutique national, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, a permis à l'ensemble des partis de pouvoir s'accorder sur l'effectivité de ce plan d'urgence. Mouvement d'humeur ce matin à l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale INFAS. Les étudiants de cet établissement d'enseignement supérieur sont montés au créneau. Ils protestent contre la montée soudaine et sans accord préalable des frais de scolarité. Euphrem Bioguedzo, Floria Seondo. C'est une toute autre atmosphère qui a prévalu ce matin dans les locaux de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, en abrégé INFAS, au motif les étudiants en fin de cycle ayant pour autant validé leur année académique, lesquels se résument en 2 ans de formation, sont privés des résultats
par la direction académique de cet institut. Mieux encore, il leur exigeait de payer des frais de scolarité en plus, une situation mal perçue par ces étudiants qui, sans baisser garde, ont eu le soutien d'un des syndicats les plus représentatifs de cette entité. Mais nous qui avons validé les 2 années de formation, l'INFAS nous exige de payer la scolarité pour une 3e année. Incongruité. Ça ne s'explique pas. Tout simplement parce qu'on a décidé de mettre en place des moyens d'arnaque pour, soi-disant, enrichir les caisses de l'INFAS parce que nous sommes en crise. La question qu'on se pose, c'est que est-ce que la crise qui sévit au Gabon produit de l'argent dans les poches des fonctionnaires? Vraiment. On se demande. Vraiment. Quand on parle de crise, la crise touche tout le monde. Mais nous avons l'impression que ce sont des travailleurs qui doivent régler le problème de la crise. Comme s'ils auraient mis des petites machines dans nos poches qui nous produisent de l'argent. Ça ne s'explique pas. Nous appelons ça du raquettage. Nous avons gardé notre silence. Nous avons brisé des assemblées générales que les étudiants ont souvent voulu organiser dans cette institution pour inviter tout le monde à la prise de conscience. Cette prise de conscience ne semble malheureusement pas faire des affaires de celle qui est aux commandes de cette administration depuis 2015. La monarchisation de cette école est monnaie courante. Des proches du directeur actuel occupent en effet des postes de responsabilité au sein de cette administration sans au préalable cumuler une expérience professionnelle avérée. Le clientélisme, l'arrogance et l'invective sont les lettres mots qui sont désormais légion au sein de cette entité. On peut se tromper. L'INFAS, effectivement, est régi par un texte. À défaut du texte législatif, nous avons le texte réglementaire qui est dans tout, qu'on retrouve dans toutes les institutions à vocation de formation. Le règlement intérieur. Il existe un règlement intérieur. Le règlement intérieur ne prévoit pas toutes ces dispositions-là. Mais on demande aux stagiaires de payer l'année supplémentaire. C'est le premier problème. Le deuxième problème est relatif à la hausse des frais, non seulement d'écolage, mais en plus des frais de soutenance et de rapport. L'année dernière, les A1 payaient 150 000 francs de frais de rapport. Cette année, on ne sait par quelle magie, on demande aux étudiants qui ont vu leurs collègues payer ces frais-là 150 000 francs l'année dernière, mais ceux d'aujourd'hui doivent payer 250 000 francs. Et ils ne l'ont appris qu'au courant de l'année. Est-ce que nous pouvons, très sincèrement, dire que tous ceux qui agissent de la sorte voudraient la calmie dans ce pays-là? Nous disons non. Cette absence de transparence dans ce qui a lieu d'être fait peut fortement perturber l'année académique au sein de cet institut. Toujours en rapport avec cette colère exprimée par les étudiants de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale INFAS, le président du Sinatras, Roger Ondobe Solo, est revenu sur la mauvaise gestion de cet établissement d'enseignement supérieur par l'actuel directeur général. Quand on voit les ajustements du secrétaire général de la santé, c'est comme si cette école était une propriété familiale. L'INFAS n'appartient pas à M. Assongo, je suis désolé. L'INFAS n'appartient pas au DG de l'INFAS, je suis désolé. L'INFAS n'appartient à aucun responsable de l'INFAS. Il faudrait que ça se sache. Il faudrait que ça se sache parce que quand on essaye de calmer une partie, peut-être pour les autres, c'est une faiblesse. Donc c'est pourquoi nous avons jugé utile de vous appeler pour qu'on pose ce problème aux plus hautes autorités, c'est-à-dire nos deux ministres, le ministre d'État, Yomba, et le ministre Mekaman de la Santé. Pour que si ils ne sont pas au courant de ce trafic, mais alors qu'ils tirent les oreilles à leurs collaborateurs. Parce que nous n'allons pas payer cette année supplémentaire. C'est de l'arnaque, c'est pas possible. Nous n'allons pas. Mais si c'est de l'argent, l'école a organisé un concours il y a quelque temps. C'est pas moins de 90 millions qui sont rentrés. Cet argent ne peut pas faire fonctionner cet établissement. Il faut faire fonctionner, il faut compenser les manquements de l'État dans les poches des travailleurs. Nous ne pouvons pas l'accepter et nous allons chacun utiliser les armes qui sont à sa disposition pour que la justice finisse par triompher dans ce problème-là. Un ministre a déjà pris une décision qui n'arrange même pas les étudiants.
Mais il a quand même essayé de faire quelque chose, M. Jonathan Toutoum. Mais le secrétaire général de la santé, comme c'est le grand patron de cette école, et le directeur général ont décidé de ne pas respecter, de ne pas tenir compte de la proposition du ministre délégué. On est dans quel pays où un secrétaire général remet en cause ce qu'un ministre dit? Cette école n'appartient pas à la santé. Il appartient aux affaires sociales, à la santé, et il y a une troisième tutelle, c'est l'enseignement supérieur. Donc nous, en tant que syndicalistes, nous ne pouvons pas rester insensibles à ce que... Parce que c'est notre école, moi qui vous parle, j'en ai fait les frais il y a 2 ans. J'en ai fait les frais. Ils ont déjà publié dans la même classe ceux qui ont cédé à la pression, à l'harcèlement. Ils ont affiché leurs notes, mais ils conditionnent l'affichage des notes du reste qui estiment que la loi ne leur demande pas de payer cette année supplémentaire. Ils n'affichent pas leurs notes parce qu'ils attendent leur argent. C'était Roger Odobesolo, président du Sinatras. Nous allons cette fois-ci à Port-Gentil et les soldats du feu en poste dans la ville du Sable ont commémoré récemment la Sainte-Barbe. C'était à la 8e compagnie d'incendie en présence des autorités administratives, politiques et militaires. Marius Nonda, Média Plus. C'est la caserne de la 8e compagnie d'incendie et de secours qui aura accueilli autorités politico-administratives, officiers des forces de défense et sécurité à l'occasion de la commémoration de la Sainte-Barbe par les soldats du feu en poste à Port-Gentil. En présence du commandant du corps de sapeurs-pompiers, le colonel Marius Badinga. Le commandant de la compagnie de la capitale économique est revenu sur le sens de cette célébration. Comme la pieuse jeune fille continuait à prier et invoquer le Christ, le gouverneur ordonna au père de trancher la tête de sa fille. Alors, Dioscor, de son nom, obéit et celui-ci fut châtié par le ciel. La foudre le tua sur place. Depuis ce jour, Sainte-Barbe protège contre la foudre et la mort subite, donc contre le traitement célèbre pour de grisou en tisse des mineurs. Elle est la patronne des mineurs, mais aussi des sapeurs-pompiers, des artificiers, des artilleurs, des carriers qui utilisent des explosifs pour entamer la roche. Ainsi, présentant par ailleurs à l'assistance les opérations effectuées par ces hommes au cours de l'année passée. Depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre de la même année, nous avions effectué 198 interventions, dont 46 feux de maison, 3 feux de voiture, 12 feux de brousse, 15 secours routiers, 54 secours à victimes, 3 assistants de personnes, 3 noyades et le reste des interventions en interventions diverses, soit 44 interventions de plus que 2016. Et cette barbe nous a protégés pendant ces interventions difficiles, dangereuses et parfois devant l'hostilité des populations. Outre la remise des trophées aux vainqueurs des différentes activités sportives organisées au cours de la session, l'assistance a pu apprécier une manœuvre d'intervention au cours d'un exercice simulant un accident de la route. Occasion pour nombreux de découvrir les gestes à effectuer au cours de ces situations et pouvant amener à sauver des vies. De retour à Libreville et nous parlons à présent de religion, pèlerinage diocésain, 2e édition. Ce sera du 17 au 18 mars prochain sur un trajet allant du Notre-Dame du Gabon au PK11 au monastère Clarisse des Anges au PK24. C'est ce qu'a laissé entendre les responsables du comité d'organisation de cette 2e édition de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand au cours de la conférence de presse tenue ce matin. Sur un trajet allant de Notre-Dame du Gabon au point kilométrage 11 au monastère Clarisse de Notre-Dame des Anges au PK24, c'est le linéaire choisi par l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles, ACUJ en abrégé, pour la 2e édition du pèlerinage diocésain édition 2018, sous le regard bienveillant de l'archidiocèse de Libreville, notamment de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand. La présentation de cette édition ainsi que la quasi-paroisse a été faite par le responsable du comité d'organisation du pèlerinage 2018. Des grandes écoles, abrégé ACUJ,
a été l'organisatrice d'un pèlerinage à l'intention du monde universitaire durant 10 éditions. Afin de créer un point de rassemblement de ses membres pour une vie chrétienne, en cohérence avec les sacrements de l'Église, la CUJ a été érigée en novembre 2015 par l'archevêque de Libreville en quasi-paroisse dénommée Saint-Albert-le-Grand. Une quasi-paroisse, bien que fonctionnant comme une paroisse, n'en a pas encore la pleine stature. C'est ainsi que depuis 2017, un décret de l'archevêque érige le pèlerinage universitaire en pèlerinage diocésain. Ce pèlerinage ouvert à tous devient le point de convergence de tous les paroissiens de l'archidiocèse. Cette deuxième édition, organisée par la CUJ et sa quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand, a pour thème « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » En référence au psaume 127, au premier chapitre, au premier verset. À la présentation de cette deuxième édition, le pèlerinage se présente comme un moment particulier où chacun entreprend, soit individuellement, soit collectivement, d'aller à la rencontre de Dieu. Près de 1000 pèlerins y sont attendus. Ils seront ensuite répartis en 12 fraternités de 70 pèlerins. Frais de participation, 8000 francs CFA. Ce pèlerinage se déroulera en 6 phases. La marche pèlerine, la confession à l'arrivée, la messe du soir, les temps de louange et d'adoration, le rite du feu et la messe de clôture par l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile Mvengon. À présent, la page étrangère de cette édition d'information, nous irons en Russie et aux États-Unis d'Amérique. D'abord en Russie, élection présidentielle russe. Le candidat, ou du moins le président russe, Vladimir Poutine, candidat à sa propre succession, achève sa campagne par la Crimée. Une drôle de campagne, estiment certains acteurs politiques. Reportage. Dans l'enclave russe de Kaliningrad, un quartier bouclé par la police. Les habitants doivent contourner le périmètre de sécurité autour du stade. Aucune annonce n'a été faite sur la visite de Vladimir Poutine. Mais ici, certains ont du flair. S'il y a un cordon de sécurité, c'est que le président va venir. Et puis toute la nuit, les tractopelles ont déblayé la neige pour que le président ne critique pas le désordre. Vassili et son fils Misha bravent le froid pour tenter d'apercevoir le cortège présidentiel. Nous sommes conscients du fait que l'un des plus grands hommes des temps modernes va bientôt passer ici. C'est un moment sacré pour nous. Vladimir Poutine n'est pas là pour les rencontrer, mais féliciter des journalistes venus de toute la Russie, vainqueurs d'un concours. Nous soutenons tous les projets politiques de notre président destinés au développement de notre pays. Vous estimez qu'un journaliste indépendant doit être indépendant du président ? Finalement, Vladimir Poutine fait une entrée en scène très remarquée. Pendant le forum, les journalistes couvrant l'événement, eux, seront tenus à l'écart dans la salle de presse. Le lendemain, un autre stade à Moscou. Cette fois, il y aura bien un meeting de campagne. Mais ceux qui s'y rendent ne semblent pas au courant. On nous a téléphoné et dit qu'il y aurait un concert ici. À l'université, on nous a dit de venir ici. Une mobilisation générale des étudiants, fonctionnaires, ouvriers et syndicats. Aussi, des figurants recrutés sur Internet. Personne ne viendrait gratuitement. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Après 2 heures de concert dans le froid et 3 minutes d'apparition sur scène de Vladimir Poutine. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas ? L'illusion de triomphe est parfaite. Pour leur peine, ces retraités reçoivent l'équivalent de 4 €. 300 roubles, c'est déjà de l'argent pour des retraités. On va aller acheter du lait. On peut acheter du poulet aussi. Ou un paquet de bonbeurs. Aux États-Unis d'Amérique, Rex Tillerson, dont le limogeage a été annoncé mardi matin par Donald Trump, a fait plusieurs fois état de divergences avec la Maison-Blanche. Retour sur ces désaccords qui ont eu raison du chef de la diplomatie américaine dans ce reportage réalisé par nos confrères de la presse internationale.
Depuis des mois, son départ était annoncé comme imminent. J'ai reçu un appel aujourd'hui de la part du président des États-Unis, un peu après-midi, à bord d'Air Force One. Et j'ai aussi parlé au secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, pour être certain que tout soit clair pour les jours à venir. Depuis son entrée à la Maison-Blanche, Donald Trump n'a pas été avare en remaniement. Mais le limogeage de Rex Tillerson représente le changement le plus important au sein de son administration. Nous étions en désaccord sur certains points. Par exemple, l'accord sur l'Iran. Je pense qu'il est très mauvais, je pense qu'il le trouvait acceptable, lui. Je voulais le renégocier, il n'était pas vraiment d'accord. Donc on ne pensait pas vraiment la même chose. Avec Mike Pompeo, en revanche, nous avons la même manière de penser. Rex Tillerson, pas assez dur sur l'Iran. L'opposition démocrate estimait qu'il jouait un rôle stabilisateur au sein d'une administration chaotique. Son remplaçant, Mike Pompeo, est un ultra-conservateur. Il a milité activement contre l'accord conclu avec l'Iran en juillet 2015 pour mettre fin à son programme nucléaire controversé. Pour le remplacer à la tête de la CIA, c'est son adjointe Gina Haspel qui a été désignée, dont le passé dérange certains. Elle a dirigé une prison secrète de la CIA en Thaïlande, où des détenus ont été torturés. Selon la Maison-Blanche, Donald Trump voulait mettre en place une nouvelle équipe avant les discussions en mai avec la Corée du Nord et pour les négociations commerciales en cours. Le Sénat entendra Mike Pompeo et Gina Haspel le mois prochain pour des auditions de confirmation. Et nous parlons à présent de sport. L'association professionnelle et footballeurs professionnels du Gabon a tenu ce matin une conférence de presse à son siège pour donner une explication sur la série d'auditions programmée pour tous les candidats à la présidence de la Fédération gabonaise de football. Ulrich Simela Mosconi Ngonumba. L'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon vient de tenir une conférence de presse pour donner une explication à la session d'audition qu'elle tiendra avec les différents candidats à la présidence de la FEGAFOOT afin de profiner un protocole d'accord qui permettra à cette organisation associative de travailler désormais en collaboration avec la Fédération gabonaise de football. La conférence de presse d'aujourd'hui a pour objectif de vous présenter ce qu'on a appelé les rencontres écoute-action entre la NFPG et la Fédération gabonaise de football. Dans un premier temps, c'est de coller à l'actualité, effectivement. Il faudrait savoir qu'il y a le renouvellement du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football qui aura lieu dans les tout prochains jours. Peu importe la date, en effet, nous, il était question de replacer le footballeur au cœur de l'instance qui doit diriger le football. L'association souhaiterait faire de ce protocole un lien fraternel pour participer plus près au rayonnement du sport roi au Gabon en veillant sur l'application de ce partenariat. On fait confiance effectivement à ces candidats, ce sont des responsables et nous voulons également discuter en termes de responsables. Mais juridiquement, nous avons encadré cela pour que celui qui ne respecte pas, il se peut également que nous également ne respectons pas et que lui puisse nous faire la remarque et qu'on revienne là-dessus. Les éléments sont dans le protocole d'accord pour savoir qui ne respecte pas et quelles sont les sanctions qui viendront derrière. Que lorsque vous signez un contrat, c'est un protocole d'accord, c'est juste le nom, mais c'est un contrat entre le candidat qui va engager la fédération et l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Donc celui qui ne respecte pas le contrat, qu'il le fasse de façon politicienne, parce que peut-être il veut bien paraître, c'est à ses risques et périls. Il faut retenir qu'un tirage au sort pour le passage des candidats a été fait et programmé ainsi qu'il suit. Dans la journée du lundi 19 mars, c'est le candidat Bosco Alabafal qui passera en premier, suivi de François Binet et de Jérôme Efonzolo. La journée du mardi 20 mars, le tour reviendra au candidat Blanchard Ndoum et Pierre-Alain Mungengi. Toujours à propos de cette conférence de presse animée ce matin par l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, Bérangère Minang est montée au créneau en dénonçant les mauvaises pratiques qui visent à mettre de côté le football féminin. Mosconi Ngonumba. Les débats ont touché un tout petit peu le football féminin qui depuis plusieurs années n'est toujours pas pris en compte par les instances de football gabonais. Informée de cette conférence de presse, Bérangère Minang a donné son point de vue sur la question de vulgarisation du football féminin qui, d'après elle, regorge des talents aussi sur des athlètes que les encadreurs. Il faut toujours qu'il y ait des textes
il faut forcément que le football féminin soit reconnu, sinon on va droit au mur. Ça risquerait d'être tout ce qu'on a connu. Le football féminin doit se contenter de lever de rideaux, d'un petit tournoi. Or, toutes ces joueuses-là ont besoin du soutien de l'État. Et pour en arriver là, il faut des textes. Et ça, je le répète parce que il n'y a rien qui va pousser un président de la fédération de payer des entraîneurs féminins, d'octroyer, on va dire quoi, des salaires aux joueuses. Ces filles-là ne sont pas payées. Lorsqu'elles se font mal, c'est le parent qui s'occupe d'elles. Elles vont à l'école, il n'y a pas de suivi. Donc je continue ce combat, quel que soit le prix à payer. Je pense que nous sommes à l'ère de la décennie de la femme et n'importe comment, il y aura forcément un candidat qui va penser au football féminin en vérité. Le marasme qui sévit le football gabonais au plus haut niveau a fait perdre sa crédibilité auprès des acteurs du football. Bérangère Minant revient à la charge et propose au bureau de cette association de s'affilier à la Fédération gabonaise de football et au ministère des Sports. Car au bout du compte, on ne peut changer le sens de rotation des aiguilles, quel que soit son engagement. Nous avons intérêt à nous affilier au ministère de la Jeunesse et du Sport, à la Fédération gabonaise de football. Parce que lorsqu'on décide, ils vont s'entretenir avec vous. Ils vont dire oui en parlant de football féminin. Ok, d'accord. On ne va plus organiser le petit championnat à Chibanga. On ne va plus faire ceci. Mais une fois au sortir de cet entretien, on ne pourra plus s'engager sur les propos avancés lors de ce jeu. Je vais souhaiter qu'on ne mette pas le jeu parce que c'est sérieux. À chaque fois qu'il y a une élection, les footballeurs sont toujours représentés dans les différentes structures, listes électorales, listes fédérales. Lorsqu'ils ne jouent pas franc jeu, lorsqu'ils y vont juste pour leurs propres intérêts financiers, vous ne serez plus là, papa. J'en connais qui sont sur des listes et quand ils arrivent, ils croisent les bras. J'ai fait les frais à vous proposer, mais lorsque le président décide de ne pas appliquer les propositions, vous allez la mener dans la mesure où vous n'êtes pas reconnu. Il est plus qu'urgent que cette association siège au cours des grandes décisions lors des congrès de la FEGAFOOT pour ainsi se faire entendre dans les propositions visant à déclencher le processus de sérénité et d'engagement dans le développement du football national. Mais cela passe nécessairement par son affiliation aux instances du football gabonais. Cette actualité sportive met ainsi un point final à cette édition d'Information du soir. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain à la même heure. C'est plaît à Dieu le Très-Haut. Bonne nuit à tous.